Salut Booktube! Ça ne vous aura pas échappé si vous avez ouvert ou vu la moindre œuvre de fantasy ou science-fiction, mais il arrive parfois que les protagonistes se retrouvent confrontés à des expériences légèrement traumatisantes, genre toutes les 3 secondes. Et donc, qui dit expérience traumatisante, dit évidemment traitement de l'après-expérience traumatisante et donc du post-traumatisme. Et donc, je voulais poser la question, ouvrir la discussion et le débat sur la représentation du trauma et du post-trauma dans la fantasy, la science-fiction, donc dans tous les genres de SFFF. De façon traditionnelle, on va dire que le contemporain qui met en avant un traumatisme va beaucoup se concentrer sur les conséquences physiques et psychologiques de ce traumatisme et donc va aborder très souvent ces questions-là, puisque c'est quelque chose de conscient et que l'histoire se centre vraiment autour de cette expérience traumatisante. Et du coup, la question se pose un peu plus avec la fantasy de savoir quelle représentation fait-on du traumatisme et du post-traumatisme dans la SFFF, puisque je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien représenté. Je pense que si vous avez lu quoi que ce soit comme livre de fantasy, vous serez d'accord avec moi, c'est quelque chose qui est souvent évoqué de manière très superficielle et très réductrice, voire pas du tout évoqué. Et donc on va voir les différents aspects de cette représentation, les questions que pose cette nécessité d'une représentation du traumatisme, ce qu'on peut en faire, les exemples également de bonnes représentations et de mauvaises représentations, voire des exemples un peu plus nuancés qui mêlent un petit peu les deux. Je vous propose de commencer par une petite question sur qu'est-ce que la réponse traumatique et qu'est-ce qu'est notamment le stress post-traumatique, donc SSPT, PTSD. Petit disclaimer de petite taille on va dire, puisque dans cette vidéo je vais m'appesantir notamment sur les livres, mais pas seulement, puisque je vais considérer l'ensemble des œuvres de SFFF et vous donner des exemples notamment de séries ou de films que j'ai pu voir et dont je peux attester de la véracité ou de la non-véracité de la représentation. Donc le PTSD ou le syndrome de stress post-traumatique, défini donc par une réaction et une réponse pathologique à un traumatisme, il a été décrit, en tout cas ses prémices ont été décrites pour la première fois lors des guerres napoléoniennes, où des soldats qui revenaient avaient des attaques de panique et des réactions de terreur dès qu'ils voyaient un cheval, parce que c'était des batailles qui se faisaient à cheval, donc leur cerveau associait le cheval à la reviviscence de ces attaques. Et ensuite ça s'est beaucoup plus démocratisé avec la Première Guerre mondiale, évidemment, avec ce qu'on appelle le shell shock, et après évidemment ça s'est énormément pérennisé, ça a gagné énormément de visibilité avec beaucoup de choses sur les guerres, les attentats, la violence au quotidien, etc. C'est quelque chose qui est très ancré dans notre vie actuelle, puisque dans les statistiques, on évalue aux États-Unis, où il y a un peu plus de mass shooting, etc., qu'une personne sur 13 subira un PTSD au cours de sa vie. Donc c'est extrêmement fréquent, même dans une société qui finalement n'expose pas tout le monde à des traumatismes suffisants pour déclencher un PTSD. Il est à noter que la notion de traumatisme suffisant est très subjective, et certaines personnes peuvent vivre des expériences traumatisantes qui pour d'autres vont sembler parfaitement anodines, donc ça c'est à garder aussi en tête. Et c'est évalué selon des statistiques de psychiatres que 20% des personnes développent un PTSD après un événement traumatique, c'est quand même considérable. Et vous pouvez voir dans ce cas-là pourquoi je pose la question des univers de SFFF, parce que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce qui pour le coup l'est beaucoup plus en SFFF. Bon, pour qu'on soit un petit peu au clair, qu'est-ce qu'on définit comme syndrome de stress post-traumatique selon les critères officiels de diagnostic psychiatrique? Donc ça va être quelque chose qui va survenir évidemment suite à un trauma. On dit après le premier mois, dans le cadre du premier mois, c'est ce qu'on appelle le syndrome de stress aigu. Donc c'est une réponse parfaitement physiologique et normale, un épisode de stress qui fait que ça fait en fait les mêmes symptômes que le stress post-traumatique, mais ça s'arrête au bout de 1 mois. Et en fait, pour le diagnostic officiel de syndrome de stress post-traumatique, on doit avoir passé les 3 mois après le trauma. Et donc, les symptômes que vont pouvoir vivre les personnes atteintes de stress post-traumatique,
ça va être ce qu'on appelle des reviviscences, donc ça va être des moments où ils vont revivre les scènes, soit par des cauchemars, soit par des flashbacks quand ils sont parfaitement réveillés, et des éléments anodins du quotidien qui vont leur rappeler certains moments du traumatisme et ils vont le revivre vraiment puisque en fait à cause de la réponse de stress du cerveau, le souvenir traumatique n'est pas encodé, n'est pas intégré à la mémoire de la même façon que les autres souvenirs, donc en fait quand on repense à cette scène, le cerveau ne l'interprète pas comme c'est un souvenir, mais se dit c'est actuellement en train de se passer. L'autre symptôme en plus des reviviscences, ça va être un évitement, donc un évitement de toutes les situations qui peuvent faire penser au traumatisme. Donc ça peut être quelque chose comme éviter les grosses situations qui peuvent évoquer le traumatisme, ou alors s'il y a des reviviscences à pas grand chose, par exemple si il s'est passé quelque chose près d'une bouche d'égout, et que dès que vous voyez une plaque d'égout, ça vous fait revivre le traumatisme. Si vous voyez une telle personne avec une telle carrure, ça vous rappelle le traumatisme, donc vous ne pouvez pas sortir, etc. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Il y a également une hyper-réactivité et une attention plus marquée avec des gens qui sont toujours sur le qui-vive, qui sont toujours à essayer de rechercher quoi que ce soit qui pourrait les mettre en danger, donc c'est quelque chose qui est extrêmement usant, extrêmement fatigant au quotidien. Et il va y avoir également des symptômes qui peuvent se rapprocher de la dépression, des symptômes négatifs avec des idées de mort, de la tristesse, de l'autodépréciation, le fait de se sentir coupable de ce qui s'est passé, le fait de se blâmer, de se sentir responsable, etc. qui vont être vraiment au premier plan parfois. Et dans un signe maximal, on peut avoir des symptômes de dissociation, donc des moments où on ne se sent plus dans son corps lorsqu'on va repenser ou revivre l'expérience traumatique, donc avoir l'impression d'être sorti de son corps, en fait le cerveau qui va un petit peu déconnecter. Et ça c'est ce qu'on peut voir notamment dans le vrai trouble dissociatif de l'identité, le TDI, suite à un trauma où en fait les personnes ont développé plusieurs fragmentations de leur esprit en fonction du trauma ou non. Ce n'est pas une vidéo sur le TDI, mais voilà, c'est les exemples de choses qu'on peut avoir. Donc en premier lieu, on peut se poser la question de qu'est-ce qui va faire que dans une histoire, on va avoir une représentation fidèle du PTSD et une représentation fidèle des symptômes, et avec tout le cortège finalement, toute la complexité, sachant que certains symptômes peuvent évidemment se manifester différemment selon les personnes. Et finalement, qu'est-ce qui va être suffisant pour pouvoir se dire là on est dans du PTSD, là on est dans de la réponse traumatique assez simple, ou là on est dans un semblant de ce qui essaye d'être un PTSD mais qui est finalement mal représenté. Et pour ça je vais donner plusieurs exemples en vous donnant des arguments de pourquoi c'est bien fait ou non. Par exemple, pour des univers qui vont bien représenter le stress post-traumatique, on peut avoir par exemple dans Hunger Games, dans le 3 notamment, aussi dans le 2, mais Katniss, la protagoniste, a un stress post-traumatique qui est assez bien représenté, qui prend pas mal de place dans l'histoire, parce qu'elle va vivre des cauchemars toutes les nuits quasiment, elle se réveille en hurlant, elle revit vraiment les scènes des Hunger Games, elle a des symptômes dépressifs, elle a une hyper-réactivité, elle a une tendance à l'isolement, à éviter certaines situations, etc., etc. Elle se blâme pour tout ce qui s'est passé, elle a vraiment un côté insupportable, on le sait tous, parce que Katniss est quand même un personnage insupportable, mais c'est finalement une ado qui vit un stress post-traumatique, et donc c'est parfaitement compréhensible. Toute son évolution au cours du 3e tome peut être comprise sous ce prisme du stress post-traumatique. Il y a également dans Hunger Games beaucoup d'autres représentations du stress post-traumatique qui ne sont pas chez Katniss, et notamment avec Finnick qui est aussi très bien représenté et qui en a une manifestation un petit peu différente, puisque lui il va être vraiment renfermé, apathique, donc ne plus trop exprimer d'émotions et vouloir se distraire par pas mal d'autres choses. Il y a aussi Haymitch, donc le mentor de Katniss et Peeta, réfugié dans l'alcoolisme depuis plusieurs années. Ce sont des versions un peu plus nuancées, un peu moins développées évidemment, puisque ce n'est pas le protagoniste et que ce livre est à la première personne. Mais ça permet d'avoir aussi des visions un petit peu différentes du post-trauma. Donc pour moi c'est vraiment un des livres qui l'a très bien représenté, dans un livre où finalement c'est pas du tout le centre du sujet à première vue. Un des autres livres qui me vient en tête quand je pense au stress post-traumatique, il s'agit de Six of Crows, avec notamment le personnage de Kaz, qui est l'un des personnages préférés de beaucoup de gens, moi y compris, et qui est un personnage qui a énormément de symptômes de stress post-traumatique, même s'il arrive quand même à vivre avec puisque c'est assez ancien. Il présente encore énormément
de reviviscence puisqu'il revit régulièrement son expérience traumatisante. Il a des comportements d'évitement puisqu'il ne peut toucher personne, il a toujours des gants pour éviter tout contact humain qui pourrait lui faire repenser à cet épisode. Il a pas mal de pensées intrusives, il a des comportements aussi d'hypervigilance, d'hyperréactivité où il va se sentir menacé à pas grand chose, il est très claustrophobe, etc. Il y a énormément de symptômes, il a également un émoussement affectif qui est assez marqué. Et donc tout ça, c'est également ce qui lui permet d'être qui il est, hein, évidemment. Mais tout ça, c'est vraiment des symptômes de stress post-traumatique. Et en tant que background du personnage, qui n'est pas du tout au premier plan dans l'histoire, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'était extrêmement bien fait. Et dans Six of Crows toujours, on a aussi Matthias qui a des représentations un petit peu différentes, puisque lui, c'est beaucoup plus de l'autodépréciation. Il se blâme, il se sent responsable pour ce qui est passé et il a également des symptômes dépressifs. Et donc tout ça, c'est deux versions d'une réponse à un traumatisme qui, je trouve, était plutôt bien faite. Donc c'était intéressant par rapport à ça. On a également dans The Fifth Season de N.K. Jemisin le personnage de Esun qui est une des 3 protagonistes du premier tome qui présente des épisodes de dissociation, donc ces moments où elle ne se sent plus dans son corps. Elle a également des pensées intrusives, des reviviscences et un émoussement émotionnel qui sont directement liés au trauma qu'elle a pu vivre et à la perte de sa famille. Un exemple dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne, il s'agit de The Poppy War de O.F. Kwang, où le personnage principal de Rin va vivre beaucoup de choses pas très sympathiques et elle va vraiment, pareil, avoir des flashbacks, des reviviscences, de l'émoussement émotionnel. Elle va se blâmer, se sentir coupable de tout ce qui s'est passé. Elle va éviter les situations, être très dissociée, etc. Donc pareil, il y a vraiment une représentation qui prend beaucoup de son attention et qui est vraiment importante pour le développement de l'histoire et du protagoniste. A contrario, on a des fois où il y a une idée de représenter le trauma et la réponse au trauma, mais finalement qui est assez mal faite et faite en superficialité, qui manque de nuances. Parfois, évidemment, ce n'est pas possible de représenter toutes les formes de réponse au trauma dans un même livre, mais on peut par exemple citer l'exemple de The Shining de Stephen King où Jack devient tout simplement fou et en fait a des symptômes de psychose plus que d'épisodes traumatiques et du coup c'est pas vraiment la réalité des choses. En fait il devient complètement psychotique alors que c'est pas du tout les symptômes normalement hyper représentés. Même si c'est mis en lien l'un avec l'autre, on aurait du mal à vraiment générer la connexion entre les deux. Un autre exemple, on peut penser à Twilight où par exemple il y a le personnage de Jasper qui est présenté comme traumatisé de son ancienne expérience lors d'une guerre et qui donc a une réponse au trauma mais qui en fait le rend juste violent et imprévisible et du coup en fait c'est pas du tout les symptômes habituels du stress post-traumatique, c'est vraiment très réducteur et c'est en gros de dire on a eu un trauma donc on devient violent. C'est un petit peu bancal et c'est très réducteur encore une fois. Et enfin, un autre exemple, c'est le personnage de Triss dans Divergent de Veronica Roth qui a présenté des traumas et c'est quelque chose on a vu en lisant le livre que Veronica Roth essayait de le représenter, de le mettre en sous-texte, mais finalement en fait c'était pas du tout assez présent, c'était pas du tout assez nuancé, il y a des moments complets où elle l'oubliait parfaitement. Et donc c'était un petit peu étrange la façon dont c'était fait, c'était très simplifié, très simpliste, ça manquait de nuances. Et donc c'est pour ça que c'était pas très bien représenté. Mais ces œuvres avaient au moins le mérite d'essayer, même si, encore une fois, c'était mal fait. Et ça n'excuse en rien le fait de ne pas forcément se renseigner. Mais il y a beaucoup d'autres œuvres, et la plupart, je dirais, qui vont oublier le trauma et le post-trauma et qui vont vraiment le mettre de côté avec des personnages qui vont avoir plein de trucs traumatisants et de trucs vraiment pas cool qui leur arrivent et qui vont tout simplement passer outre et qui vont se remettre de ça parce que voilà, ils sont très forts et ils sont très forts mentalement. Parfois c'est simplement oublié et parfois on reviendra dessus juste après. C'est très glorifié même. Et il y a deux choses dans l'oubli finalement. Il y a certaines fois où on n'en parle juste pas du tout, où c'est vraiment pas quelque chose qui est mentionné du tout. Pour ça il y a pléthore d'exemples, et dont des livres que j'apprécie beaucoup. En fait dans beaucoup de livres de young adult finalement. On a également dans Outlander où il y a énormément de cas d'agression sexuelle et qui ont finalement très peu de conséquences sur la moindre personne quasiment, ou alors très à minima et qui sont surmontés très rapidement. Dans Le Prince Captif, dans Les Gardiens des Cités Perdues, dans Narnia, enfin voilà, dans énormément
de livres, vous en trouverez sûrement beaucoup d'autres. Regardez votre bibliothèque, il y en a énormément, je vais pas toutes les lister. Donc c'est vraiment la majorité des livres de fantasy qui finalement l'oublient totalement. Parfois dans d'autres livres, on a le stress post-traumatique, la réponse post-traumatique qui est évoquée, qui est mentionnée, mais pas forcément de la meilleure façon, pas forcément à la hauteur en fait de ce qui est attendu. Et ça va être notamment le cas, je trouve, dont je voudrais discuter, c'est Harry Potter. Puisque en effet, dans Harry Potter 5, il y a une représentation d'une réponse post-traumatique parce que je pense que quand on a un manque de discernement qu'on peut avoir quand on est en primaire ou au début du collège, l'âge où la majorité d'entre nous ont lu Harry Potter 5, on a l'impression que Harry est juste relou. Et en fait, en le relisant avec des yeux un peu plus matures et un peu plus informés, on se rend compte qu'en fait c'est une bonne représentation finalement du post-trauma puisqu'il a énormément de cauchemars, de reviviscences, il a un émoussement affectif énorme, il a du mal à se lier avec n'importe qui, même avec Hermione et Ron. Et donc ça c'est une très bonne représentation je trouve, mais finalement on peut se poser la question de est-ce que c'est suffisant puisque Harry n'a jamais finalement développé de signes directs de maltraitance depuis son enfance, puisqu'il a vécu totalement maltraité par son oncle et sa tante, et du coup il n'y a pas vraiment les signes de traumatisme par rapport à ça. Il a vécu énormément d'autres choses, il n'y a pas vraiment les signes de traumatisme, et même pour les autres en fait qui ont aussi vécu des trucs assez horribles, Ron et Hermione par exemple, on voit pas du tout les conséquences. Donc il y a de la bonne représentation, mais on peut poser la question de est-ce que c'est assez, est-ce que c'est suffisant, est-ce que ça aurait dû être discuté autrement. Ça pose énormément de questions. D'autres situations qui peuvent être similaires, c'est par exemple Game of Thrones, où le personnage de Theon Greyjoy va montrer des signes en effet de stress post-traumatique et de post-trauma, mais en fait, il y a 40 milliards de personnages, il leur arrive tous des trucs horribles, il y en a 12 milliards qui se font violer, il y en a qui se font couper des mains, etc. Enfin, vous voyez, Game of Thrones quoi. Et ben en fait, il y a que lui quoi, qui va développer un stress post-traumatique, les autres tout va bien, ça ne leur pose aucun problème. Bah, c'est pas très réaliste et encore une fois, ils ont même pas le syndrome de stress aigu comme j'en ai parlé au début, la réponse physiologique normale à cette situation traumatique. Et donc ça pose aussi pas mal de questions. Et donc, comme je l'ai dit, où il y a beaucoup de fois où c'est totalement oublié, où la question est totalement oubliée, et donc on peut se poser une question qui est quel est l'objectif du traumatisme pour l'auteur, pour l'autrice? Quel est le but de faire cette situation traumatisante, cette situation terrible que les personnages vont vivre? Est-ce que le but c'est de faire du trauma pour faire du trash, faire du dark pour juste avoir une représentation graphique de gore, de sang, de violence? C'est possible. Et quel est le but finalement de le mettre dans une histoire en oubliant complètement les impacts? Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a la première chose qui est que c'est, je pense, beaucoup plus simple pour un auteur ou une autrice de représenter la violence graphique, le trauma physique, la violence, le viol, que de décrire après les conséquences psychologiques et les manifestations comportementales chez les personnages. Ça c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus difficile, il faut beaucoup plus de recherche. Ça c'est la première chose, c'est plus compliqué. La deuxième chose, c'est ce que je disais un petit peu avec Katniss ou Rin dans The Poppy War, c'est que ça prend une grosse place dans l'histoire en fait, ou dans même Harry Potter 5. Ça prend une grosse place dans l'histoire puisqu'en fait le post-trauma comme ça va envahir la totalité de la pensée de la personne. Parce que en fait la personne devient un peu le post-trauma, puisqu'il n'y a que ça dans son esprit. On peut pas le mettre un peu secondairement dans l'histoire, ça doit vraiment prendre une place centrale, au moins autant que l'histoire principale, que l'intrigue principale. Et donc ça, quand ce n'est pas le message que l'auteur, que l'autrice veut délivrer, c'est compliqué à gérer, avoir les deux en même temps. La troisième raison, évidemment, c'est parce que les personnes ne sont pas forcément renseignées et n'ont pas forcément même pensé à se renseigner sur le sujet. Et enfin, parfois, la dernière partie, on va dire, de cette vidéo, c'est les traumas qui vont servir à glorifier un personnage, à glorifier l'évolution d'un personnage, et un trauma qui va être là uniquement pour faire évoluer la personne, mais en positif. En fait, avoir le déclencheur trauma pour avoir la personne qui grandit, et montrer que le trauma finalement c'est positif parce que ça te fait grandir, et que tu ne vas pas passer par cette phase horrible et terrible qui est le post-trauma. En gros, pour être une personne mature,
grandit, est supérieur, il faudrait passer par du trauma et ça c'est extrêmement réducteur, dangereux également. Parce que dans ce cas-là, pour grandir, il faudrait qu'on se fasse tous et tous violer, ce qui n'est pas forcément très sympathique. Je ne dis pas qu'on ne peut pas ressortir plus fort après avoir battu un trauma, mais ça ne peut pas se faire sans difficulté, ça ne peut pas se faire sans moment où on est au plus mal et au moment où on est vraiment au fond du fond. Et ça c'est souvent pas très abordé. On a aussi l'autre variante qui est de dire que la fille, par argument de fréquence, qui a été traumatisée, qui est mal parce qu'elle est cassée par son traumatisme, et comme ça le male protagoniste qui est aussi le romantic interest, on adore les anglicismes, va pouvoir la sauver et la rendre meilleure par son amour. Ou une autre variante, c'est quand le fait d'avoir eu un trauma, le fait d'avoir un passé traumatisant, c'est ce qui va faire que les protagonistes sont dignes d'être des héros, sont dignes de faire partie de la quête. Parce que si on n'a jamais rien vécu d'horrible, on ne vaut rien, on n'est pas digne d'être le protagoniste d'une histoire. Bon, voilà, vous avez compris. Je pense que vous avez des exemples qui vont vous venir en tête. J'ai pas forcément besoin de vous en donner, je voulais surtout donner des exemples de moments où c'était bien fait, ou de moments à nuancer, où on aurait pu mieux faire, moins bien faire, etc. Voilà, c'est ça que je voulais surtout dire. Je pense que pour l'oubli du trauma, la glorification du trauma, on n'a pas besoin d'exemples. Je vous ai donné les raisons qui pour moi pouvaient aussi expliquer que les auteurs et les autrices ne le mettent pas dans leurs histoires, mais il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que le post-traumatique devrait être dans une histoire de fantasy ? Et je vais avancer deux sous-questions à cette problématique plus générale. La question du délai. Je l'ai dit, donc souvent le post-trauma c'est 3 mois après l'expérience traumatisante, sachant qu'il faut souvent, pas mal de psychiatres ou psychologues disent qu'il faut quand même un retour à une vie à peu près normale, un peu plus tranquille, pour que s'installe le trauma. Ça c'est une des théories qui n'est pas partagée par tous et toutes, mais c'est une théorie qui est avancée. Et donc la question c'est, est-ce que finalement le livre de fantasy va assez loin dans le temps pour montrer ce trauma? Parce que finalement, après l'épisode le plus traumatisant, on est à la fin du livre quoi. Et donc, est-ce que dans tous les cas, la représentation du trauma est applicable? Est-ce qu'on reste dans les pages du livre ou est-ce qu'on s'aventure dans une autre histoire? Quand est-ce que c'est approprié de le mettre? Quand est-ce que c'est le plus adapté? Est-ce qu'il faut le mentionner ou pas si ça arrive après? Au lieu de « et ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants », est-ce qu'il faudrait vraiment mettre « et ils finirent traumatisés et eurent du PTSD pendant 40 ans ». Et la dernière chose, c'est quel est le risque de traumatiser à nouveau les lecteurs, les lectrices? La question de faire revivre du PTSD, c'est pas certain qu'elle soit vraiment relevant. J'ai perdu le mot en français. Déjà, on peut utiliser des trigger warnings, c'est la première chose, sachant que les trigger warnings, c'est pas certain qu'ils soient si efficaces que ça. Et de deux, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par une situation psychologique et mentale difficile qui aiment revoir des situations similaires dans les livres, peut-être en évitant la situation bien particulière qu'a été leur traumatisme à eux, mais après, je doute que beaucoup de gens souffrent d'un stress post-traumatique parce que Voldemort a tué Cédric Diggory devant eux. J'en doute, mais pourquoi pas? C'est quand même une question à bien garder en tête, et donc ça peut être l'utilité des trigger warnings dans certains cas. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je discute de ce sujet. Pour conclure un petit peu, c'est quand même un sujet qui est très difficile à traiter. C'est un sujet qui est complexe d'un point de vue psychologique, évidemment d'un point de vue interpersonnel, puisque personne ne va vivre finalement son traumatisme de la même façon. Les éléments qui vont pouvoir déclencher une réponse traumatique vont être extrêmement différents pour chacun, chacune. Quelle est la proportion de livres qui devraient en avoir? Je n'ai pas la réponse. C'est très difficile à bien faire si on n'a pas vécu nous-mêmes cette situation. Ça rajoute également aux auteurs, aux autrices énormément de contraintes, de difficultés en plus, ça prend un peu le pas sur l'histoire principale. Et du coup, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, à bien faire, si ce n'est pas une volonté à la base de la part de l'auteur ou de l'autrice. Mais en même temps, c'est aussi important de réaliser que c'est très sous-représenté en SFFF par rapport à la quantité d'épisodes traumatiques qui vont être mis en avant. Et donc c'est une discussion qui n'est pas simple, à laquelle je n'ai pas la réponse. Je souhaitais tout simplement évoquer le sujet
pour faire prendre conscience aussi, parce que c'est pas grave d'apprécier des livres qui ne sont pas parfaits, où il y a une mauvaise représentation du trauma, ou alors où le trauma n'est pas du tout abordé, mais tout en ayant conscience et en sachant que ok, bah là peut-être que ça pêche par rapport à ça, c'est pas pour ça que le livre n'est pas génial, mais c'est pas forcément optimal par rapport à ça, et s'en rendre compte, et peut-être de temps en temps lire des livres qui se penchent sur cette question, si c'est une question qui nous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a fait réfléchir. Dites-moi en commentaire si vous avez des exemples en plus de situations où le trauma a été bien représenté. Je serais très intéressée par les lire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément lire tous les livres qui représentent des situations psychologiques difficiles. Et donc n'hésitez pas à me le partager en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez d'autres remarques à ajouter, ce serait avec plaisir d'en discuter. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.